Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Pourquoi tu me fais sortir, coach ? Bienvenue dans le 70e épisode d'Obsession Progression où on va parler basket, on va parler changement et aussi dans les autres sports collectifs. Mais en fait là, je viens de sortir d'une séance avec un entraîneur de basket qui a différents problèmes avec ses athlètes et notamment la frustration quand en match, il les sort du terrain. Et il me disait, mais Nathan, comment les aider avec ça ? Parce que là, quand ils se sentent frustrés comme ça, déjà moi j'aime pas les voir dans cet état-là, c'est inconfortable, j'ai envie qu'ils prennent du plaisir, pas qu'ils soient aussi frustrés, en colère. Je les vois, ils crient, ils me regardent, ils me reprochent de les faire sortir du terrain, ils mettent la tête sous le maillot comme s'ils étaient dégoûtés. Comment est-ce que je peux faire pour les aider à se sentir mieux et surtout à être plus performants? Parce que le problème de ces joueurs, c'est qu'ensuite, quand ils re-rentrent sur le terrain, ils sont dans un état de frustration qui les empêche de bien jouer. Et j'ai vraiment plusieurs pépites à te partager par rapport à ça. La première, c'est que je voudrais que tu remarques que là, il y a un facteur qui influence la dimension mentale qui est présent au basket et qui n'existe pas dans d'autres sports comme le 400 mètres haies, par exemple. C'est-à-dire qu'au basket, tu peux rentrer sur le terrain, te faire sortir, il y a cette histoire du 5 majeur, qui sont les 5 joueurs qui rentrent en premier sur le terrain. C'est souvent perçu comme ceux sur lesquels l'entraîneur compte. Et il y a d'autres disciplines, comme le ski alpin, où tu retrouves pas du tout ça. Et donc là, on a un facteur super important sur la dimension mentale en basket. Mais c'est marrant, déjà, d'aller voir qu'il est différent avec le hockey sur glace. Pourquoi ? Parce que en hockey, la ligne, elle va tourner très rapidement. Je suis pas un spécialiste de hockey, mais peut-être que toutes les 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, les joueurs y tournent. Et ce n'est pas du tout perçu comme au basket, dans lequel c'est un choix de l'entraîneur qui fait sortir le joueur, dans lequel le joueur, il sait que quand il sort, il sait pas combien de temps ça va durer. Et c'est pour ça que la première chose que j'ai dit à cet entraîneur de basket pour pouvoir l'aider, c'est quoi la représentation de ton joueur, du joueur idéal à ce rôle. Par exemple, ce joueur, il est meneur, et c'est d'aller voir, c'est quoi pour lui un bon meneur. Et je reviendrai là-dessus dans un instant, parce qu'en fait, avec ce joueur-là, il y avait 2 problèmes. Il y avait celui-ci, et puis il y avait celui de quand tu me sors. Et en fait, on a besoin que les joueurs puissent se poser la question, pourquoi on me sort ? Et si, par exemple, tu les réunissais en groupe et que tu leur disais, d'après vous, pourquoi est-ce que vous faites sortir en match ? Ils te donneraient peut-être toutes les raisons désagréables pour lesquelles un coach peut sortir son joueur. Par exemple, t'as mal joué, t'as raté 3 shoots de suite, je peux pas compter sur toi, etc. Alors que on peut tout à fait imaginer un coach qui sortirait son joueur au 3e quart-temps parce qu'il a envie de pouvoir le préserver pour le 4e quart-temps, un moment dans lequel ça va être essentiel dans un match difficile que ce joueur-là il soit au top. On peut aussi imaginer que il gère son joueur comme un cavalier gère son cheval, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le joueur est le plus performant quand il est explosif, quand il a du jus, quand il est lucide, et là il peut voir que ça fait un moment qu'il enchaîne le match, il est en difficulté, donc il va le sortir pour qu'il récupère et qu'il soit à nouveau le plus performant possible. En somme, c'est comme si quand l'entraîneur sort son joueur, il y a des raisons pour lesquelles c'est pas forcément parce qu'il sent qu'il peut pas compter sur le joueur et que le joueur est nul. Mais souvent, c'est ça que les joueurs vont s'imaginer. Parce que, évidemment, ce que eux ils aiment, c'est jouer sur le terrain, ils s'entraînent toute la semaine pour être sur le terrain, et donc quand on s'en fait sortir, on a tendance à se raconter des histoires négatives à propos de ça. Et d'ailleurs, ici, il y a les joueurs qui vont s'exprimer par rapport à ça, qui vont bouder, qui vont dire « coach, tu me sors », qui vont faire la gueule, et puis il y a aussi ceux, moins vindicatifs, qui vont le vivre de la même façon, mais avec une façon moins, colérique, plutôt une façon de se renfermer sur soi, et de dégrader leur estime d'eux-mêmes, mais sans être vindicatif envers le coach. Par exemple, c'est ce que j'ai vécu à l'époque où j'étais joueur de basket. J'ai joué toutes les années de cadet. Et quand je jouais en cadet, je suis arrivé au basket à 15 ans alors que les autres avaient déjà limite 10 ans d'expérience. Et donc, j'étais amené souvent à cirer le banc. Donc, quand je rentrais sur le match, c'était pas pour longtemps. Et puis, quand j'en sortais, c'était pour longtemps. Et moi, je m'exprimais pas par rapport à ça, parce qu'à l'époque, j'étais pas quelqu'un qui sait dire non, ni quelqu'un qui sait exprimer ce qui ne lui convient pas. Et surtout pas quelqu'un qui va au conflit. Et puis en plus assez introverti, etc. Donc si t'as ce type-là de profil de joueur dans ton équipe, peut-être que quand tu les sors,
ils ne se disent rien, ils sont pas vindicatifs quoi que ce soit, mais ils en pensent pas moins à propos du fait que si on me sort, ça veut dire que je suis nul et qu'on peut pas compter sur moi, puisque par exemple, c'est une des choses que je vivais à l'époque. Et c'est pour ça que ce que j'ai proposé à cet entraîneur, c'est de réunir ses joueurs et d'avoir une vraie conversation autour de cette dimension mentale qu'il y a dans le basket. D'avoir un moment d'éducation pédagogique sur pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut sortir un joueur. Et le mieux, c'est pas d'abord de leur enseigner ça, je pense que le mieux, c'est de leur poser des questions pour qu'ils se rendent compte que eux-mêmes n'ont que des idées négatives de pourquoi on pourrait sortir un joueur, jusqu'à ce qu'ils génèrent des idées positives. Donc par exemple, une façon de faire ça, c'est d'abord de leur poser la question, d'après toi, pourquoi tu peux te faire sortir en match? Et puis après, une fois que tu as posé cette question-là au joueur, tu peux le dire, imagine que demain ou dans 10 ans, tu deviens coach. Quelles seraient les raisons pour lesquelles tu fais sortir un joueur? Voire même, quelles seraient les raisons que le joueur devrait apprendre à apprécier pour lesquelles tu le fais sortir? Ok, donc ça c'est la première chose, c'est d'identifier quelles seraient entre guillemets les bonnes raisons, les raisons plus agréables, etc. La deuxième chose, c'est d'apprendre à leur faire accepter les raisons désagréables, apprendre à leur faire prendre de la responsabilité là-dessus. Souvent, on va avoir un joueur qui n'est plus en capacité de venir défendre sur les contre-attaques, par exemple, qui plusieurs contre-attaques de suite ou situations défensives va pas faire les efforts pour revenir, soit, je sais pas, il est pas impliqué pour le faire, soit parce qu'il est cramé en fait. Et ce joueur-là, il va pas aimer se faire sortir. Mais peut-être qu'à ce moment-là, l'entraîneur a besoin de l'éduquer sur le fait que si tu cours pas pour défendre sur les contre-attaques, ton rôle, c'est de sortir. Tu cours pas, tu sors. Et je suis pas en train de dire que tu devrais faire spécifiquement ce truc-là en tant qu'entraîneur de basket, je veux dire que c'est un exemple sur la prise de responsabilité par rapport aux difficultés qu'il rencontre. Et c'est seulement en prenant les responsabilités là-dessus qui pourront faire en sorte, soit à l'entraînement de développer leur capacité physique pour pouvoir mieux tenir en match, soit en match d'avoir une motivation différente et de décider de s'impliquer pas seulement en attaque, mais aussi en défense. Puisque bien sûr, peut-être qu'au NBA, on n'a pas ce problème-là, mais chez des jeunes qu'on construit, il peut y avoir ça. Et ça me permet de faire la transition, justement, avec les autres représentations qui peuvent être limitantes par rapport au fait de sortir. C'est quoi la représentation que le joueur il a de l'idéal à son rôle? Par exemple, je suis meneur. C'est quoi pour moi un bon meneur? Ça serait intéressant que l'entraîneur me pose cette question-là. Parce que par exemple, dans le foot, on a cette situation où la télé met tellement en avant les buteurs. T'es un buteur, t'es la star, mais si t'es un défenseur, on parle pas trop de toi. Si tu mets un triplé, on parle beaucoup de toi. Par contre, si tu récupères bien les ballons au milieu du terrain, peut-être qu'au plus haut niveau, on parle de toi, mais sinon pas trop. Et donc, comme l'attaquant est tellement mis en avant, j'imagine que dans les clubs de foot, les entraîneurs, vous pouvez me dire sur Instagram ce que vous en pensez, mais j'imagine que dans les clubs de foot, tous les petits, ils ont envie de devenir attaquants. Parce que à ce rôle-là, il y a plus de statut social, parce que c'est plus excitant, on parle plus de toi, parce que tu peux voir l'efficacité de ton travail immédiatement. Le ballon, quand tu tires, il est soit dans la cage, soit pas dans la cage. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles un attaquant qui marque comme ça, c'est plus excitant. Eh bien, au basket, on peut se retrouver avec la même chose. En NBA, ils sont des fans pour compter les points. Victor Wembanyama, il fait presque des quadruples doubles, etc. Bref, pour les spécialistes, vous m'en voudrez si j'ai pas les bons termes. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une certaine vision dans le haut niveau que ce que c'est d'être performant à son rôle. Et il est possible qu'en regardant la télé, les matchs, etc., les joueurs apprennent cette modélisation-là, ils apprennent cette représentation et ils se disent « Ok, pour moi aussi, à mon niveau, même si je joue en U15, voilà ce que c'est qu'un bon meneur. » Mais il est tout à fait possible que être un bon meneur en U15 et être un bon meneur en NBA, ce soit pas du tout la même chose. De quelle manière? Par exemple, probablement qu'à haut niveau, les exploits individuels, ils vont être favorisés ou appréciés, alors que si t'es entraîneur d'un groupe de U15, à mon avis, ton meneur, t'as envie qu'il apprenne pas juste à savoir prendre des tirs tout seul, mais aussi à faire tourner le ballon, à se mettre au service de l'équipe, à être capable de décaler pour ouvrir une situation de jeu, pour faire un transfert ensuite, etc. Et ça va être un rôle qui est super important à apprendre pour le meneur, sauf qu'il ne peut pas l'apprendre si sa représentation du bon meneur, c'est pas celle-ci. J'ai souvent eu ce problème-là en ski alpin quand j'accompagne les athlètes, où ils se disent « un bon skieur, c'est un skieur qui est régulier, qui va en bas à toutes ses manches, qui a toujours un chrono, qui ne sort jamais, qui fait pas de faute. » Et c'est vrai que pour gagner le gros globe de cristal en ski alpin, t'as besoin d'être régulier, t'as besoin de mettre tes courses en bas. Mais tu deviendras jamais un champion du globe de cristal si dès que t'as 8 ans, tu ne penses qu'à une chose, c'est être régulier et faire toutes tes manches en bas. À un moment donné, il va falloir que t'apprennes à skier le plus fort que tu peux, prendre des risques, malheureusement sortir jusqu'au moment où skier si vite, skier avec tant de prise de risque,
tu as une telle compétence à le faire que tu es capable de le faire tout en restant dans le tracé. Et moi, des fois, je rencontre des jeunes de 13 ans, 18 ans, 20 ans, même en ski alpin, qui me disent, mais attends, je dois absolument être régulier à avoir un chrono en bas, alors que c'est pas vrai. Pour pouvoir skier à leur meilleur niveau, ils ont besoin d'apprendre, au niveau où ils sont, une autre vision de ce que c'est que le skieur idéal. Peut-être un skieur qui se dépasse et qui sort. Eh bien, peut-être que le meilleur meneur au basket, pour un jeune de 15 ans, ce n'est pas celui qui prend le plus de shoots, c'est celui qui fait le plus de passes décisives. Alors voilà, on vient de voir dans cet épisode 2 sujets super importants que m'a amené l'entraîneur. Le premier qui était, qu'est-ce que les joueurs se disent quand ils sortent, quelle représentation ils ont de se faire sortir, et un peu cet aspect qui est complètement oublié, je trouve, dans le monde du basket et souvent du sport collectif, qui est de coacher la dimension mentale, en fait, de les éduquer sur pourquoi est-ce qu'on peut sortir, c'est quoi l'intérêt pour eux, qu'est-ce que ça veut dire de ce qu'ils doivent apprendre, et surtout d'aller au-delà des histoires qui se racontent, en fait, de traiter ça, hein. On traite pas juste le passé va, le tir en course, le power shoot et tout, mais aussi de traiter comment fonctionne le travail d'un coach à propos de faire sortir les joueurs. Et je crois que c'est une dimension tellement importante à traiter que moi, quand j'étais joueur de basket, je n'ai presque jamais vu les entraîneurs traiter, et que celui que j'ai accompagné ce matin a vu comme presque une révélation en mode ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je bosse là-dessus avec eux, ça va être super intéressant. La phrase qu'il m'a dit, c'est « Ok Nathan, ça me donne envie de leur en parler pendant 2 heures. » Bon, et t'as cru que l'épisode était terminé, mais c'est pas terminé, j'ai encore une piste à te donner. Comment gérer la frustration de ce joueur qui sort et qui vient te voir en disant « Mais coach, tu me sors » et qui est frustré, etc. Le problème souvent dans cette situation-là, c'est que le coach va se sentir attaqué. Il va se sentir personnellement attaqué sur sa décision, son ego va être attaqué, comme si on le perçoit être un mauvais coach. Et donc, qu'est-ce que le coach va faire? Il va commencer à se justifier, à dire pourquoi il prend cette décision-là. Sauf que, à ce moment-là, si tu veux réellement pouvoir aider le joueur, peu importe à quel point ce que tu dis est vrai ou faux, en fait, on s'en fout, c'est une question de perception pour le joueur. C'est ça qui le limite. Et donc, ce sur quoi tu dois travailler, c'est pas donner ta version à toi, ta vérité, c'est probablement plutôt travailler sur ses perceptions à lui. Donc, je t'invite à rendre la conversation à propos du joueur et non pas à propos de toi. Voici comment faire ça. Quand le joueur il dit « Mais coach, tu me sors, ça va pas du tout », au lieu de lui dire « Bah oui, je te sors parce que là, telle et telle raison », c'est de dire « Je vois bien que t'es frustré d'être sorti. Qu'est-ce qui te frustre quand tu sors ?» Ah bah j'ai raté, ça me saoule, je peux pas m'exprimer. Ok, en quoi c'est un problème pour toi de ne pas pouvoir t'exprimer? Bah quand je peux pas m'exprimer, ça m'énerve parce que je peux pas montrer ce dont je suis réellement capable. Je peux pas montrer ce que je sais faire. Ok? Et en quoi c'est un problème pour toi quand tu peux pas montrer ce que tu sais vraiment faire? Et en fait, c'est de l'amener à voir que ça lui appartient à lui. Jusqu'au moment où il va peut-être te dire, ah ben, quand je sors, ça me frustre, je peux pas montrer ce que je sais faire, et à ce moment-là, tu vas lui dire, ok, quand t'es dans cet état, quand t'es frustré, au moment où tu vas rentrer sur le terrain, est-ce que c'est plutôt utile ou limitant d'être dans cet état? Il va dire, ah bah c'est limitant, parce que comme je me sens frustré, j'arrive pas à me concentrer, je joue mal, je suis en retard, etc. Et c'est de l'aider à prendre conscience que la représentation qu'il a et ce qui se passe pour lui, bah finalement limite ses capacités au moment où il retourne sur le terrain, pour que d'un coup, au lieu de t'en vouloir à toi, il soit centré sur lui, sur comment il peut régler ses sensations, faire contrôler en fait ses émotions, gérer ça pour qu'ensuite, en allant sur le terrain, il puisse refaire de son mieux. Et donc, tu rends ici la conversation à propos de lui et pas à propos de toi. Tu vas peut-être me dire, ah mais Nathan, je suis en match, j'ai mon équipe à gérer, j'ai pas le temps d'avoir cette conversation-là avec lui. Eh bien, cette conversation-là, tu peux très bien l'avoir après le match à l'entraînement, et à force de l'avoir à l'entraînement ou dans un entretien individuel de débrief après le match, eh bien, soit tu n'auras plus du tout besoin de l'avoir en match, cette conversation, soit quand tu l'auras en match, ça ira beaucoup plus vite, parce que tes joueurs sont habitués à cette mécanique de questions, et tu pourras tout simplement leur renvoyer la balle. Un petit peu comme si, au moment où tu te mets à bouder, que ça va pas et tout ça, on te disait, tiens, ce qui est en train de se passer pour toi, là, qu'est-ce que ça dit de toi? Et après, c'est une mécanique qu'ils vont prendre. Donc, pour terminer, si en tant que coach, tu te sens agressé sur tes décisions et que les joueurs, ils t'attaquent toi, peut-être que la meilleure chose que tu peux faire, ce n'est pas te défendre toi, c'est rendre ça à propos d'eux. Et je te donne un exemple de comment je l'ai fait récemment. J'accompagne un athlète de niveau olympique et après, donc moi, souvent, la façon dont j'accompagne, c'est en posant des questions pour qu'il trouve des solutions par lui-même. Et après avoir passé 30 minutes en séance ensemble, à lui poser des questions pour qu'il trouve des solutions par lui-même, l'athlète me dit non mais tu sais Nathan, ces questions-là, ça fait longtemps que je me les pose et moi si je viens te voir, c'est pour que tu me donnes des solutions, donc donne-moi des solutions, sinon je prends la porte et je m'en vais. Waouh. Ok. Imagine, mets-toi à ta place, quand t'entends ça et que la personne elle te paye cher pour travailler avec toi et qu'en plus c'est un athlète olympique et moi c'est le type de personne avec qui je veux travailler,
je pourrais être tenté de défendre mon point de vue, de défendre comment est-ce que je m'y prends, d'expliquer pourquoi on fait comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, j'aurais rendu le truc à propos de moi. Et j'aurais cherché à me justifier, comme cet entraîneur dont je te parlais juste avant. Tandis que le mieux qu'on puisse faire dans cette situation-là, c'est d'observer ce qui est en train de se passer pour l'athlète qui dit ça. Et si t'entends bien ce qui est en train de se passer, c'est un « Nathan, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble et j'ai toujours pas de solution, donne-moi parce que là ça va pas du tout, sinon je m'en vais. » Et moi à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est lui dire « Paul, je comprends que ça te frustre de pas avoir de solution après 30 minutes. Qu'est-ce que ça représente pour toi qu'on n'ait pas déjà trouvé une solution ?» Et là, ce qui s'est passé, c'est que Paul il s'est ouvert tout simplement. Paul il m'a dit ça fait longtemps que je galère avec ce problème, et là on passe 30 minutes ensemble et on n'arrive pas à le résoudre, donc je me dis qu'on le résoudra jamais et que je vais toujours être comme ça et que c'est nul. Et à ce moment-là, tu peux identifier une croyance bien pourrie, bien limitante, qui est si j'ai pas résolu ce problème en 30 minutes, ça veut dire qu'il sera toujours là. Et donc, grâce à ce moment-là, plutôt que de prendre ça comme un conflit entre l'athlète et moi et de tout faire pour lui dire s'il te plaît reste, ne t'en va pas, continuons de travailler ensemble ou quoi que ce soit, je vois plutôt le cadeau qu'il est en train de me faire par rapport à sa représentation, par rapport aux croyances qu'il a. Je vais aller chercher à faire ça. Je l'aide à remarquer que, comme on n'a pas trouvé de solution pendant 30 minutes, il se dit qu'il y arrivera jamais. Quand il remarque ça, ça fait « Ah ouais, c'est vrai que ça c'est limitant quand même ». Et à la fin de la séance, qu'est-ce qui se passe ? Et l'athlète, il me dit « Waouh, merci d'avoir réagi comme ça tout à l'heure. J'ai vraiment bien fait d'être resté. Voici pourquoi c'est tellement important quand un athlète t'attaque de chercher à rendre la suite de la conversation à propos de lui et pas à propos de toi. » J'espère que tu as adoré cet épisode. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui se sent peut-être souvent attaqué ou qui a des difficultés à réagir quand c'est dirigé vers lui. Je pense que cet épisode peut beaucoup l'aider. Je te remercie pour ça et je te dis à la prochaine dans le prochain épisode. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!